Je m'appelle Hélène Le Gennec, j'ai 75 ans, je suis veuve depuis le dernier hiver, et je vis à Brest, au bout du souffle, dans un petit appartement payé au fil des années, morceau par morceau, avec les dimanches gris pour seuls intérêts. J'ai appris à faire ami-ami avec les rafales du goulet, comme on s'accoutume à la solitude, les mains enfoncées dans les poches, les yeux fixés sur les mouettes qui dessinent des virgules dans le ciel. Je n'ai jamais réclamé grand-chose à personne. J'ai élevé mon fils Marc en silence, en me privant de l'essentiel pour qu'il ne connaisse ni le froid, ni la faim, ni la honte. Longtemps, j'ai pensé que cela suffirait pour mériter un peu d'amour en retour. Ce soir-là, la lumière de la table me brûlait les yeux. On dit que Noël éclaire les visages. Chez mon fils, c'était un projecteur sans pitié. Le salon sentait la cannelle et un parfum chic dont j'ignorais le nom. Aurore, ma belle-fille, avait dressé le décor comme on agence une vitrine, nappe blanche tirée au cordeau, chemin de table dorée, couverts alignés au millimètre, verres si fins qu'on avait peur de les respirer. Au centre, trônait une dinde luisante que j'avais farcie le matin même dans ma petite cuisine de recouvrance, le dos encore endolori par les courants d'air. Je suis arrivée un peu en avance, comme à mon habitude, avec un bocal de compote maison pour les enfants et une boîte de fraises armoricaines pour le café. Aurore m'a accueillie avec un sourire crispé, la joue tendue comme pour un baiser par politesse. « Merci d'être venue, Hélène. Posez ça là. » Elle n'a pas pris mes mains. Elle ne les prend jamais. Ils sont arrivés ensuite en grappe, amis du couple, deux voisins, et surtout la mère d'Aurore, Madame Delorme. Tailleur anthracite, collier de perles du mardi, une femme qui parle autant avec sa bague qu'avec sa bouche. Un en un, ils ont salué la maîtresse de maison, complimenté les fleurs, ri aux blagues de Marc avec un temps de retire. Mon fils, toujours soucieux de bien paraître, avide du reflet que les autres lui renvoyaient. Quand Aurore annonçait que tout était prêt, j'ai cherché ma place sans me presser. Freinée par l'habitude et l'arthrose, j'ai posé la main sur le dossier d'une chaise près des enfants. Une chaise sans prétention. Je l'aimais bien parce qu'elle me permettait de leur essuyer la bouche quand la sauce débordait, et les yeux quand l'émotion faisait de même. Je me suis avancée. Ma main effleurait le bois. Alors Aurore, d'un geste doux d'abord, cette douceur qui crépite comme un emballage cadeau, a tiré la chaise vers elle. Puis, du bout des doigts, elle m'a écartée. Sa bouche ne bougeait pas. Seul le ton avait changé. « Hélène, désolée, cette place est pour ma mère. » Et d'un sourire en biais, tranchant comme une lame, elle a regardé Marc. « Tu confirmes, chérie ?» Marc a hoché la tête. Un hochement neutre, administratif. Comme on répond un livreur qui demande une signature. « Oui maman, mets-toi là-bas, près du buffet. Ce sera plus pratique pour servir. » Il n'a pas dit « s'il te plaît ». Il n'a pas dit « merci ». Il n'a pas dit « pardon ». Parfois, les mots se cachent quand on ne les mérite plus. Je n'ai rien dit. J'ai appris trop jeune qu'on ne se défend pas à main nue contre les regards. Je me suis simplement reculée d'un pas. La nappe a ondulé, comme une mer que personne ne veut traverser. On a installé Madame Delorme entre Aurore et Marc. Une place centrale, lumière parfaite pour les photos. On lui a servi la peau croustillante, la sauce bien nappée. Moi, je passais les assiettes comme on m'avait programmé. Comme si j'avais toujours été destinée à cela. Ce sera plus pratique pour servir. Cette phrase s'est fichée dans ma poitrine comme une épingle maintenant un papillon. On admire les ailes, on oublie qu'on l'a clouée. Je n'étais plus la mère. J'étais l'ombre qui apporte les plats. Le choc ne m'a pas d'abord atteint les jambes, même si Aurore m'a frôlé la hanche en passant, sans brutalité mais sans égard. Le premier coup a résonné dans l'air, un rire bref échappé de deux invités que je ne connaissais pas. Je n'ai jamais su s'ils riaient de moi ou d'une anecdote brillante. Mais ce rire-là a confirmé ce que je redoutais. L'humiliation, dans certains cercles, est un jeu de société. Je me suis assise en bout de table, près du buffet comme on me l'avait demandé. Face au radiateur froid, à côté du miroir qui renvoyait la scène avec un petit décalage. J'ai vu l'image 2 fois.
Il n'en fallait pas davantage pour comprendre qu'elle ne changerait pas. En reflet, on déposait des cadeaux dans l'assiette de Madame Delorme. On lui passait le pain, on lui servait en premier. On aurait cru que c'était chez elle. À un moment, Aurore a levé son verre pour porter un toast à la famille. Les coudes se sont soulevés d'un même élan, les bagues ont tinté, le champagne a mordu les langues. Moi, j'ai simplement porté mon verre d'eau à mes lèvres pour faire glisser l'amertume dans ma gorge. Maman, tu peux aller chercher la deuxième saucière ? A lancé Marc sans lever les yeux de son téléphone, coincé entre l'assiette et le couteau. Je me suis levée. J'ai traversé la cuisine que je connaissais par cœur. Chaque tiroir, chaque tasse, c'était moi qui les avais offerts l'année précédente, pour faire joli, disait Aurore. La seconde saucière n'existait pas. J'ai ouvert, refermé, fouillé. Sur une étagère haute, derrière un saladier, un dossier bleu marine accrochait mon regard. Acte de donation-partage, figurait sur la couverture, avec la mention d'un notaire. Le nom de mon fils. Celui d'Aurore. L'adresse de la maison. J'ai lu sans vraiment comprendre, mais assez pour reconnaître la forme de mes inquiétudes. On m'avait répété tant de fois, « Tu n'y connais rien, Hélène. Laisse les jeunes gérer. » Je n'ai pas tout saisi, mais j'ai vu les mots, nue propriété, clause d'occupation, usufruit. Dans ma bouche sèche, ces termes avaient la texture d'un noyau d'olive, dur, glissant, prêt à vous étouffer si vous respirez de travers. Je n'ai pas fouillé. Les secrets m'ont sauté à la gorge. J'ai refermé le dossier, pris une saucière ordinaire, parfois, la forme importe plus que le fond, et suis revenu. Le rire flottait encore, comme un parfum trop sucré qui traîne après le passage. Quand j'ai déposé la porcelaine sur la table, ma main a tremblé. Pas de colère. Le tremblement d'un barrage qui cède. Madame Delorme effleurait mon poignet d'un geste faussement chaleureux. Hélène, vous êtes vraiment douée pour ça ? On sent l'habitude. L'habitude de quoi ? De servir en silence, d'être utile pour ne pas être de trop. Aurore, triomphante, a saisi cette perche pour balayer mes sacrifices d'un revers de voix. Tu vois, maman, Hélène tient à garder la main sur la cuisine. C'est son domaine. On ne peut rien contre ça. Elles ont ri toutes les deux. Cette connivence que certaines femmes tissent entre elles comme un coussin cousu dans le dos d'une autre. Je me suis rassis. J'ai regardé Marc. Il n'a pas scié. Peut-être que c'est ça, la vraie trahison. Pas un cri, pas un geste, mais un fils qui ne se lève pas, qui ne dit rien. Qui s'assure juste que sa belle-mère ne manque pas de vin. Dans ses yeux, je n'ai pas vu de haine. J'y ai lu pire. L'habitude. La place où l'on vous enferme à force que vous l'ayez trop longtemps acceptée. Dehors, Brest battait les volets contre la nuit. En moi, quelque chose se retirait très loin pour mieux revenir. Je n'ai pas fait de scène. Les scènes ne réparent pas les cassures. Elles ne font que poser du bruit sur le silence. Je me suis levée quand les enfants ont réclamé du pain d'épices. Je leur ai coupé des quérés égaux, j'ai ajouté un peu de crème. L'un d'eux m'a remercié d'un regard. Ce regard m'a empêché de pleurer. Puis, au moment du café, j'ai enfilé mon manteau. « Oh, tu pars déjà ?» a demandé Aurore, surprise que la chaise du buffet veuille bien se lever d'elle-même. « Oui, ma soupe m'attend, ai-je répondu. Elle a cru à une naïveté. » Marc a haussé les épaules. Soulagé d'éviter une discussion. Personne ne m'a raccompagné. Sur le palier, j'ai entendu derrière la porte un éclat de rire, plus fort, plus franc qu'Yvon. L'air glacé m'a giflé les joues. J'ai tendu le visage à la morsure, comme on plonge la main dans l'eau froide pour se réveiller. En bas, j'ai marché lentement vers l'arrêt de bus, le sac encore plein de ma boîte d'armoricaine. Je n'ai pas de voiture. On m'a expliqué que c'était plus raisonnable à mon âge. Je ne ressens pas d'amertume pour ce qu'on perd avec les aînés, seulement un besoin de précision. La lucidité, comme une lame qu'on garde dans la poche. Je savais déjà ce que j'allais faire. Demain, j'irai chez Maître Carbrat, le notaire de mon mari. Un homme discret, mais juste.
Je lui demanderai de m'expliquer ces mots durs, ceux qui blessent plus qu'ils ne protègent. Je lui apporterai les preuves tendres, les virements, les factures, les lettres. J'ouvrirai enfin les yeux sur tout ce que j'avais caressé du bout des doigts sans vouloir le lire. Noël n'est pas la fête de la réconciliation. C'est celle où l'on découvre qui tient vraiment votre main quand les bougies s'éteignent. Je n'avais plus de main à tenir. Mais j'avais retrouvé mes poings. Des points de papier, de date, de clause, de patience. Je n'ai pas crié, je n'ai pas juré. Je me suis contenté d'attendre que le jour se lève sur ma décision. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais assise dans ma chambre, tremblante de rage et de chagrin. La gifle invisible de ma belle-fille brûlait encore sur ma joue. Ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas le geste, mais le silence de mon fils. Son silence d'homme lâche. Celui qui consent par omission. Le matin venu, j'ai ouvert les volets sur le port de Brest. La mer était grise, gonflée de vent. Les goélands criaient comme pour me rappeler que j'étais encore vivante. Mon corps douloureux, mon cœur en miettes, mais je respirais. Je me suis assise à la table en bois de la cuisine, celle que j'avais frottée tant de fois. J'ai caressé machinalement les veines du bois. Ce meuble, je l'avais acheté avec mon mari. Aujourd'hui, il ne me restait que lui pour témoin. Je repensais à toutes ces années de sacrifice. Aux nuits passées à coudre pour payer les études de Merck. Aux hivers sans chauffage pour lui acheter un manteau neuf. À ces repas où je m'étais privée pour qu'il ait toujours le meilleur morceau. Et voilà, à 75 ans, j'étais devenue un poids. Une chaise qu'on pousse pour faire place à une autre. Les larmes ont cédé la place à une colère froide, droite, méthodique. Je me suis dit que si je ne comptais plus comme mère, je saurais compter comme propriétaire. Cette maison, c'était la mienne. Ni un cadeau, ni un héritage. Je l'avais gagnée, soit sous. Et il voulait la prendre, comme on vole un bijou qu'on croit oublié. Alors j'ai juré de ne pas mourir en silence. Je vivrai assez longtemps pour leur rappeler qui j'étais. J'ai ressorti mes papiers. Le titre de propriété, soigneusement rangé dans une pochette bleue. Les factures payées, les relevés de compte, les lettres de la banque. Mon vieux testament, écrit à la main il y a des années. J'ai passé des heures à tout relire, à classer, à noter. Chaque document devenait une herme. Chaque signature de mon nom, une gifle rendue. Puis je me suis préparée. Une douche lente, des vêtements sobres, mon manteau de laine marine et mon sac en cuir, celui qui m'accompagnait depuis 20 ans. Je suis sortie. J'ai pris le bus pour le centre-ville. La pluie bretonne m'a caressé le visage, plus douce que la main d'Aurore. Devant l'étude notarielle, mes jambes ont hésité. Puis j'ai poussé la porte. Le notaire, maître Delcourt, m'a reconnu tout de suite. Il m'avait vu jadis, aux côtés de mon mari, quand nous signions les papiers de la maison. Quand je lui ai expliqué, sa bouche s'est pincée avec compassion, mais ses yeux sont restés lucides. Ils veulent me faire disparaître, ai-je dit calmement. Je ne leur laisserai rien. Il a hoché la tête. Il m'a tendu un stylo. Et nous avons commencé à écrire. Des clauses, des codicilles, des protections. Chaque phrase couchée sur le papier était une pierre ajoutée au mur que j'élevais entre eux et moi. En rentrant, j'ai trouvé Aurore assise dans mon fauteuil du salon. Les jambes croisées, le téléphone collé à l'oreille. Elle parlait fort, trop fort, comme pour marquer son territoire. Marc bricolait un prétexte à la cuisine. Quand je suis entrée, Aurore a levé les yeux vers moi. Un sourire acide lui a traversé le visage. Un sourire de victoire anticipée. Elle ignorait que j'avais déjà commencé la contre-attaque. Je n'ai rien dit. J'ai posé mon sac sur la table et j'ai préparé du thé. Mon silence les a dérangés plus que n'importe quel cri. Ils s'attendaient à des reproches, à des larmes, à une vieille femme brisée. Je leur offrais le calme d'une tempête encore loin du rivage. Le soir, dans ma chambre, j'ai écrit une lettre. Une longue lettre à Marianne, mon amie d'enfance. Je ne l'avais pas vue depuis des années, mais je savais qu'elle saurait garder un secret. Je lui ai tout confié.
Les humiliations, les papiers, mes décisions. Je les glissais dans une enveloppe scellée, prête à poster le lendemain. Une preuve, un témoin silencieux. Car j'avais compris, leur plan reposait sur mon silence, sur ma faiblesse supposée. Mais je n'étais plus seule. La vérité avait déjà quitté la maison, sur du papier et de l'encre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi non plus. Je suis restée éveillée à écouter la mer frapper les falaises de Brest. Indicible, indomptable. Elle me ressemblait. À 75 ans, j'étais comme la mer d'hiver. Vieille, mais encore capable d'user la pierre. Et dans le noir, une phrase s'est gravée en moi. Ils croient que je suis vaincue. Ils ne savent pas que je viens seulement de commencer. Le surlendemain, j'ai pris un cahier à grands kéros, comme ceux qu'on donne aux écoliers. J'y ai tracé 2 colonnes. À gauche, ce qu'ils pensent. À droite, ce que je ferai. Dans la première, j'ai noté « Hélène est seule, lente, fatiguée, facile à convaincre, à déplacer, à déposséder ». Dans la seconde, j'ai écrit « Ne plus jamais mettre les pieds chez eux, ne rien signer en dehors de l'étude notarielle, informer la banque, le médecin, la mairie, tisser un filet ». J'ai commencé par le concret. Ma banque, place de la Liberté. J'y ai demandé à voir la directrice. Une femme droite, chignon serré, regard net. Je lui ai retiré toute procuration donnée jadis à Marc, sous prétexte de m'aider en cas d'hospitalisation. Ce qui avait été un geste de confiance était devenu une faille. On a remplacé ma carte, modifié mes codes, instauré une double vérification par téléphone. Je suis ressortie plus légère, comme si on m'avait enlevé un poids du cœur. Ensuite, j'ai traversé la ville sous la pluie pour aller au commissariat. Je n'avais pas de bleu visible, mais j'ai déposé une main courante. J'y ai noté l'éviction de la place à Noël, les gestes, les mots, la gifle légère mais réelle. Je ne cherchais pas la vengeance. Je cherchais une trace. Une première pierre. Le policier a tout noté sans sourciller. Vous avez bien fait, madame. Si autre chose se produit, tout sera daté. La date. Une femme âgée doit s'y accrocher comme à une rambarde. Avec Maître Delcourt, nous avons poursuivi les fortifications. Il a relu avec moi le titre de propriété. L'appartement m'appartenait en pleine propriété, libre de toute chirge. Votre fils n'a aucun droit d'y entrer sans votre accord, Madame Le Gennec. S'il s'y installe, on parle d'occupation sans droit ni titre. Un huissier pourra constater, et nous saisirons le juge pour expulsion. Quelque chose s'est redressé en moi. Pas de la joie a quitté la maison avec mon mari, mais une colonne vertébrale oubliée. Et s'il tente de me mettre sous tutelle? Ai-je demandé. En prétendant que je perds la tête? Ma voix s'est perdue. La folie, c'est ainsi qu'on efface les femmes. On les dit confuses, dépaissées, inaptes. Le notaire a hoché la tête. Nous allons anticiper. Je vous propose un mandat de protection future. Vous désignerez vous-même la personne qui veillera sur vous si un jour vous ne le pouvez plus. J'ai pensé à Marianne. Elle n'a jamais aimé Marc, pas par méchanceté, mais parce qu'elle voit clair. Alors j'ai dit, ce sera Marianne. Il a ajouté. Et nous choisirons un médecin pour établir un certificat de lucidité le jour de la signature. Personne ne pourra contester vos choix. Nous avons aussi parlé de ma maison, comme d'une digue qu'il fallait consolider. Maître Delcourt a évoqué plusieurs solutions, une clause d'inaliénabilité temporaire, un testament actualisé, et surtout une idée qui lui a tiré un sourire discret. Vous pourriez envisager un viager occupé. Vous resteriez chez vous jusqu'à la fin. Personne ne pourrait vous en déloger. Et l'acquéreur deviendrait votre rempart. Ce mot « rempart », je l'ai senti chaud dans ma main. J'ai demandé du temps pour y réfléchir. Vendre ma maison, même en conservant le droit d'y vivre, me semblait une trahison envers ces murs qui m'avaient abrité. Mais la marée montait. Parfois, il faut déplacer le phare pour qu'il continue d'éclairer. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté au marché Saint-Martin. Les étals de poissons brillaient comme des armures sous les néons humides.
Le poissonnier m'a reconnu tout de suite. Alors Hélène, toujours pour la soupe? Il m'a glissé en plus quelques têtes de lotte, pour la force, a-t-il dit avec un clin d'œil. J'ai souri. Les gens qui vous tendent des os pour le bouillon savent ce qu'est la solidarité. Ils renforcent les autres pour qu'ils ne s'effondrent pas au prochain coup de vent. Dans l'après-midi, j'ai reçu un message de Merck. Sec, froid, formel. Maman, Aurore et moi passons te voir vers 18h. Il faut qu'on parle. Pas de « s'il te plaît », pas de « est-ce que tu seras là ». Leur monde avait la politesse des sommations. J'ai choisi ma tenue avec soin. Ma robe gris ardoise, mon gilet anthracite, mon collier de fausses perles discrètes. Pas pour leur plaire, pour me rappeler la femme que j'étais. Celle qui signait les chèques en fin de mois, qui recousait les draps au lieu d'en acheter d'autres. J'ai préparé du café. Un seul bol. Et j'ai posé sur la table un petit enregistreur, prêté par le fils de ma voisine. Ce n'était pas pour me venger, ai-je murmuré. C'était pour me souvenir des mots. Les mots sont des outils. À 18h pile, ils ont frappé sans attendre la réponse. Aurore est entrée la première. Son parfum d'agrumes a précédé le cuir neuf de son sac. Marc l'a suivi, le regard fuyant, comme s'il évaluait déjà les murs. Elle a pris le fauteuil. Il est à moi, ai-je pensé. Mais je l'ai laissé s'y asseoir comme on laisse un chat s'installer là où il finira par s'ennuyer. Marc est resté debout, déjà prêt à conclure une transaction. Maman, tu sais que l'appartement est trop grand pour toi. On s'inquiète, a-t-il dit. Les escaliers, les courses, la solitude. Aurore a enchaîné, douce comme du miel tiède. Tu pourrais vendre pendant que le marché est haut. Tu profiterais. Et nous, on s'occuperait de tout. J'ai posé la main sur le bol de café. Comme on saisit une rampe. Non. Le mot a claqué comme un couperet. Marc a cligné des yeux, surpris que mon refus ne vienne pas avec des larmes. Aurore a croisé les jambes, son sourire poli toujours en place. Hélène, ce sont des décisions difficiles. Il vaut mieux ne pas s'entêter. Et puis, si un jour tu perds un peu. Elle a cherché le mot. De lucidité, la protection juridique prend du temps. Il faut anticiper. J'ai anticipé, ai-je dit. Un mandat de protection future est signé. Et toutes les anciennes procurations sont révoquées. Son sourire s'est figé. Comme une flèche arrêtée en plein vol. Tu as fait ça sans nous consulter? Je n'ai pas à vous consulter pour protéger ma vie. Marc a inspiré longuement, cherchant ses repères sur une carte qui ne lui appartenait plus. Maman, on veut éviter des ennuis. J'ai parlé à un ami conseiller. Il peut t'aider à vendre rapidement. On te trouvera un 2 pièces, proche de chez nous. Ce serait plus simple. Pour tout le monde. Pour tout le monde, ai-je répété. Mais, tout le monde n'est souvent que vous deux. Je ne vends pas. Et si vous insistez, j'appellerai un huissier pour constater toute pression. J'ai déjà déposé une main courante. Et j'ai consulté mon notaire. Aurore a éclaté de rire, un rire sec comme du papier froissé. Une main courante? Allons, Hélène, on n'est pas dans un feuilleton. On parle de bon sens, de pragmatisme. Le pragmatisme, c'est ce qui empêche les autres de tomber, ai-je murmuré. Et c'est aussi ce qui vous empêchera de croire que vous êtes chez vous ici. Quelque chose a traversé les yeux de Marc. Un éclair furtif, presque une question. Mais il a tourné la tête vers Aurore comme on attend un signal. Tu te rends compte? A-t-il lancé trop fort? Si demain il t'arrive quelque chose, on devra tout gérer dans l'urgence. C'est irresponsable. J'ai souri pour moi-même. Demain, s'il m'arrive quelque chose, Marianne Gérard prendra le relais. C'est écrit, daté, signé. Et pour votre information, j'étudie un viager occupé. Le mot est tombé dans la pièce comme un coup de vent glacé. Aurore a cessé de sourire. Tu ne ferais pas ça, a-t-elle soufflé. C'est extrême. Extrême, c'est un mot que les jeunes emploient quand ils ne contrôlent plus rien. Moi, je préfère dire nécessaire. Je me suis levée.
Mes genoux ont protesté, mais mon dos est resté droit. Vous viendrez désormais sur rendez-vous. Je ne veux plus d'entrer sans prévenir. Si vous tentez de me forcer la main, j'irai au tribunal. Et si vous me poussez encore d'1 centimètre, je reculerai d'1 kilomètre. Je franchirai la porte du notaire et je signerai le viager. Aurore s'est redressée dans le fauteuil comme si le tissu piquait soudain. Marc a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ce fils qui, autrefois, se réfugiait dans mes jupes quand l'orage grondait, cherchait maintenant à déclencher la tempête. J'ai vu passer furtivement la honte sur ses joues. Elle ne s'est pas arrêtée. Ils sont partis en promettant de reparler calmement. La porte est claquée. Je suis restée seule avec le bruit de ma respiration. J'ai arrêté l'enregistreur. Les mots étaient là, nets, incontestables. On dit que les mers gardent la mémoire des naufrages. Moi, je garderai la mémoire de leurs fraises. Le lendemain matin, Marianne est arrivée sous la bruine, fidèle au rendez-vous. Elle portait ce vieux manteau jaune moutarde que j'aimais tant. Elle a ouvert les bras, et je m'y suis laissé déposer comme un paquet fragile. Nous avons bu du café en silence, puis nous avons relu ensemble toutes les clauses que j'avais listées. Elle a signé son acceptation comme mandataire avec la gravité de celles qui savent le poids d'une promesse. À midi, j'ai passé un appel que je repoussais depuis la veille. Maître Delcourt a décroché aussitôt. Je suis prête, ai-je dit. Pour le viager. Occupé. Droit d'usage et d'habitation à vie. Et je souhaiterais, si possible, que l'acquéreur soit un organisme insensible aux scènes de salon. Il a souri dans le combiné. Je l'ai senti. J'ai une coopérative locale en tête. Solide. Ancrée en Bretagne. Ils comprendront. Nous ferons venir un expert. Aucun empressement. On prendra le bon prix, la bonne clause, la bonne encre. J'ai raccroché. Dehors, une éclaircie a fendu les nuages et accroché des éclats au bitume mouillé. La lumière s'est posée sur le bois de ma table comme une caresse discrète. Je n'étais pas victorieuse. Il n'y a pas de victoire dans ces guerres-là. Mais j'étais droite. Et quand on tient debout, on fait de l'ombre à ceux qui se penchent pour vous effacer. Le soir, j'ai noté dans mon cahier, ils croient que je signe pour me dépouiller. Je signe pour rester. Ils pensent que je cède. Je verrouille. Ils attendent une plainte. J'organise ma mêlée. Puis j'ai refermé le carnet. La pluie pouvait revenir. J'avais, à présent, un phare. Les jours suivants furent étrangement calmes dans la maison. Trop calmes, comme l'air juste avant l'orage. Ma belle-fille continuait d'occuper mon salon avec une insolence tranquille. Elle passait des heures au téléphone avec sa mère, réaménageait mentalement les pièces, comme si je n'existais déjà plus. Mon fils, lui, se réfugiait dans un silence embarrassé, coincé entre la soumission et la honte. J'observais. Je notais. Mais je ne disais rien. Mon silence était devenu mon armure. Je me suis remise à sortir davantage. Les ruelles du centre de Brest, le marché Saint-Louis, la promenade du cours d'Ageau dominant la Raide. J'y croisais des visages connus, des commerçants qui me saluaient par mon prénom. Certains s'étonnaient de ne pas me voir avec Marc ou les enfants. Je répondais par des sourires énigmatiques. Mais chaque remarque me piquait comme une écharde invisible. Un après-midi, j'ai croisé Marianne par hasard, ou peut-être pas. Elle m'a serré fort contre elle, et m'a soufflé à l'oreille. J'ai reçu ta lettre. Tu n'es pas seule. Ces mots m'ont réchauffé plus qu'un manteau. Nous avons bu un café. Je lui ai confié davantage. Elle m'a promis de témoigner, le moment venu. De jurer, devant n'importe quel juge, de ma lucidité, de ma dignité. Alors j'ai compris que je bâtissais une armée silencieuse. Pas de soldats. Des témoins. Du papier. De la vérité. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai surpris une conversation à voix basse dans le salon. Ma belle-fille croyait que je dormais. Ta mère est un obstacle, disait-elle à Marc. Tant qu'elle est là, rien n'avance. Il nous faut mettre la maison au nom de la mienne. C'est logique. On sera tous protégés. Et lui, d'une voix laisse. Je sais.
Mais elle ne lâchera pas facilement. Un frisson glacial m'a traversé. Il ne voulait pas seulement me rejeter. Il voulait me remplacer. Effacer mon nom, mon histoire. Installer une autre femme à ma place, comme si j'étais déjà morte. Je suis montée dans ma chambre sur la pointe des pieds, le cœur béton. Là, j'ai ouvert mon tiroir et j'ai sorti un petit carnet. J'y ai consigné chaque phrase, chaque détail. Ce carnet deviendrait mon journal de preuve. Ma mémoire contre leur trahison. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous chez le notaire. Cette fois, il ne s'agissait plus seulement de me protéger. J'ai décidé de préparer un testament. Un testament secret, solide, définitif. Pas un centime ne reviendrait à ceux qui avaient tramé dans mon dos. J'ai désigné comme héritier une association caritative de Brest, et Marianne, ma fidèle amie. Et j'y ai ajouté une clause. Si mon fils contestait ce testament, il perdrait tout droit. Le notaire m'écoutait, impressionné par ma rigueur. Dans ses yeux, j'ai vu passer une lueur de respect. Comme si cette vieille femme brisée redevenait stratège. À la maison, j'ai continué à jouer mon rôle. Je cuisinais. Je répondais poliment. J'acceptais leurs petites exigences avec un sourire tranquille. Ils croyaient m'avoir soumise. Ils ne voyaient pas que, derrière chaque geste, je tissais leur chute. Mais l'humiliation suprême est venue un dimanche. Ils avaient invité des amis à déjeuner sans me prévenir. La table était dressée sans moi. Quand je me suis approchée pour m'asseoir, ma belle-fille m'a stoppé d'une main ferme sur l'épaule. Non, madame, ici c'est la place de ma mère. Vous pouvez prendre la chaise du fond, là-bas. Tous les regards se sont tournés vers moi. Mon fils, debout à côté, n'a pas bronché. J'ai senti une chaleur me monter aux joues. Mais je me suis retenue. J'ai marché lentement jusqu'à la chaise reléguée. Une place d'ombre. Une place d'invité en trop. Les rires autour de la table me parvenaient étouffés. Mais dans ma tête, tout bouillonnait. Chaque humiliation était une pierre de plus à l'édifice de ma revanche. Ce soir-là, seul dans ma chambre, j'ai ouvert la fenêtre. Le vent marin m'a giflé, vif, salé, vivant. Je me suis dit, ils veulent m'effacer. Mais ils ignorent que je tiens encore la plume. Que je sais encore signer, décider. Et j'ai souri. Un sourire que je n'avais plus eu depuis longtemps. La vengeance, je le savais, ne se hurle pas. Elle s'écrit. Elle s'organise. Elle se signe, noir sur blanc. Je ne comprenais pas comment il pouvait faire preuve d'autant de froideur face à la douleur de sa propre fille. Mais au fond de moi, je savais que l'honneur et l'image de l'Assemblée passaient avant tout pour lui. Je suis resté paralysé sur cette chaise pendant de longues minutes, le cœur battant à tout rompre. Puis j'ai vu la jeune fille sortir du bureau des anciens. Elle avait le regard vide, les yeux rouges, les bras croisés sur sa poitrine comme pour se protéger. Je l'ai suivie du regard, incapable de bouger, alors qu'elle traversait lentement le hall. Personne ne lui a adressé un mot. Personne ne l'a prise dans ses bras. Même sa mère, présente ce jour-là, est restée figée, les yeux rivés au sol. Un silence terrible s'est installé, comme si chacun voulait faire disparaître l'instant. Mais moi, je ne pouvais pas l'oublier. Je ne pouvais pas faire semblant de ne rien avoir vu. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi le cœur en miettes, le regard de cette adolescente hantant mes pensées. Je me suis allongée dans mon lit sans réussir à fermer l'œil, la gorge serrée par un mélange de rage et d'impuissance. Je repassais en boucle cette scène, les paroles prononcées, les regards échangés. Et une certitude s'est imposée à moi, je ne pouvais pas me taire. Le lendemain, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai écrit une lettre. Pas une lettre d'accusation directe, non, mais une lettre de question. Je l'ai adressée à l'un des anciens que je connaissais depuis l'enfance, espérant qu'il garderait encore un peu d'humanité sous sa carapace de doctrine. Dans cette lettre, je demandais « Comment peut-on laisser une enfant porter seule un tel fardeau ? Pourquoi le silence est-il préféré à la vérité ? Et surtout, qui protège-t-on vraiment ?» Je n'ai jamais reçu de réponse. Mais à partir de ce jour-là,
J'ai senti un changement dans l'attitude des autres membres à mon égard. On ne me regardait plus comme avant. On ne me saluait plus avec autant de chaleur. Certains baissaient même les yeux quand je passais. Une rumeur a commencé à circuler, disant que je me posais trop de questions, que ma foi faiblissait. Mais moi, je savais que ce n'était pas ma foi qui faiblissait, c'était ma confiance en eux qui s'effondrait. Ce n'est pas Dieu que je remettais en question, c'était l'homme qui se prétendait son représentant. Et plus j'observais autour de moi, plus je voyais ces fissures que je n'avais jamais voulu voir. Des silences lourds, des vérités étouffées. Et surtout, une peur constante de salir l'image de l'organisation, comme si cette image valait plus qu'une vie. Plus qu'une vérité. Plus qu'un enfant. Alors j'ai commencé à garder des traces. Chaque parole suspecte. Chaque comportement étrange. Je notais tout dans un carnet que je cachais soigneusement sous une latte branlante du plancher de ma chambre. Je devenais une observatrice silencieuse, attentive, mais discrète. Pas pour me venger, non. Mais pour qu'un jour, si la vérité devait éclater, elle ne soit pas seulement une rumeur, mais un dossier, un témoignage construit, solide, irréfutable. Un jour, j'ai surpris un ancien en train de parler au téléphone dans une salle annexe. Il croyait être seul. Il disait, il faut qu'elle se taise. Si elle parle, on perd plus que cette famille. On ouvre une porte. Une porte. Ce mot m'a glacé. Parce qu'il disait sans le dire qu'il y avait d'autres cas. D'autres victimes. D'autres secrets. Ce n'était pas un incident isolé. C'était une structure de silence. Et j'étais en train de marcher dessus comme on marche sur une croûte de glace trop fine. Je ne pouvais plus faire semblant. Je continuais à aller aux réunions, à sourire, à hocher la tête quand il le fallait, mais à l'intérieur, tout en moi hurlait. Chaque fois que je croisais l'un des anciens, je me demandais ce qu'ils savaient, ce qu'ils avaient couvert, ce qu'ils avaient oublié, ou choisi d'oublier. J'observais aussi les victimes. La jeune fille, surtout. Elle ne parlait presque plus. Elle venait seule, s'asseyait au fond de la salle du royaume, les yeux dans le vide, les mains serrées si fort que ses jointures blanchissaient. Personne ne lui parlait. Personne ne l'entourait. Même sa propre mère semblait l'éviter, la tirer vers la sortie après chaque réunion, comme si sa douleur était contagieuse, ou pire, honteuse. Et moi, je bouillonnais. Un soir, en sortant, elle a laissé tomber une feuille pliée en 4. Je l'ai ramassée, l'ai gardée dans ma poche. Chez moi, en la dépliant, j'ai vu un dessin. Un homme en costume, sans visage, avec des bras qui s'étiraient comme des serpents. Et en bas, écrit au crayon, « Ils disent que Dieu regarde, mais il ne fait rien. » Je me suis mise à pleurer. Pas de tristesse. De rage. Je n'avais jamais ressenti une colère aussi froide, aussi claire. Ce n'était plus seulement de l'indignation ou du doute, c'était une certitude, quelque chose de pourri rongeait notre communauté. Et on s'arrangeait pour le cacher sous des versets, des sourires polis et des silences complices. Je ne pouvais pas me taire. Je ne pouvais plus me taire. J'ai commencé à prendre des notes. Chaque détail que j'avais entendu ce jour-là, chaque nom, chaque mot prononcé par les anciens. J'ai noté les réunions, les dates, les comportements des uns et des autres. J'ai même enregistré discrètement certaines conversations. Je savais que si je faisais un faux pas, je serais la prochaine à être rappelée à l'ordre. Mais je ne pouvais pas reculer. Il ne s'agissait plus seulement de cette jeune fille. Il s'agissait de toutes les autres, celles qu'on avait peut-être fait taire, celles qui n'avaient même jamais osé parler. Et un matin, en regardant mon reflet dans le miroir, je me suis dit à voix haute, « S'ils veulent la guerre, ils l'auront. » Ce jour-là, j'ai cessé d'être une sœur docile. Je suis devenue leur pire cauchemar. J'ai commencé par chercher d'autres femmes, d'autres mères, d'autres filles. Certaines avaient déjà quitté la congrégation en silence. D'autres étaient encore là, piégées par la peur, le chantage émotionnel, la promesse d'un salut conditionnel. Je me suis mise à les écouter, à les rassurer, à créer ce que les anciens redoutaient le plus, un réseau, une solidarité secrète,
tissés entre les bancs du royaume, dans les couloirs, les appels discrets, les regards lourds de sens pendant les réunions. Et puis un jour, j'ai retrouvé la jeune fille, celle dont ils avaient tenté d'effacer le nom, la voix, la douleur. Elle vivait chez une tante éloignée, à l'autre bout de la ville. Elle m'a ouvert la porte avec méfiance, ses yeux encore remplis de nuit. Mais quand je lui ai murmuré que je savais, que j'avais entendu, que je la croyais, ses épaules se sont mises à trembler. Elle s'est effondrée dans mes bras, comme une enfant épuisée de devoir se battre seule. Ce jour-là, j'ai compris que je n'étais plus seulement témoin. J'étais responsable. Je devais aller jusqu'au bout. J'ai commencé à rassembler des preuves. Des copies de documents internes, des enregistrements audio, des notes prises pendant les réunions confidentielles. Chaque pièce était un morceau du puzzle qu'il tentait de dissimuler derrière des versets et des sourires fins. Je savais que le moindre faux pas pouvait me coûter cher, mon nom, mon lien avec ma fille, ma sécurité même. Mais je ne pouvais plus reculer. Un soir, j'ai pris rendez-vous avec une journaliste indépendante que j'avais repérée pour ses enquêtes sur les abus religieux. Nous nous sommes retrouvés dans un café discret, loin des regards familiers. Je lui ai tout donné, les noms, les dates, les méthodes, les silences. Elle a écouté sans m'interrompre, son regard grave, ses mains serrées autour d'un petit carnet. À la fin, elle m'a dit « Vous savez qu'ils vont essayer de vous détruire ». J'ai hoché la tête. Mais ce n'était plus moi qu'ils devaient craindre. C'était la vérité que je portais. Elle a publié l'article 2 semaines plus tard. Un article percutant, documenté, implacable. Il a fait l'effet d'une bombe dans la communauté. Les anciens ont d'abord tenté de nier, puis de minimiser, puis de détourner l'attention avec des sermons sur la persécution divine. Mais il était trop tard. Des voix se sont levées. D'abord timidement, puis avec plus d'assurance. D'anciennes victimes ont raconté leur histoire. Des familles ont commencé à poser des questions. Et moi, je n'étais plus seule. Je recevais des appels, des messages, des lettres. Certains me remerciaient, d'autres m'insultaient, mais tous reconnaissaient que le silence était brisé. Je n'avais pas prévu d'être une figure de lutte. Je voulais seulement protéger ma fille, retrouver ma dignité, faire entendre une vérité étouffée. Mais parfois, la vérité choisit ses messagers. Et moi, simple mère, simple sœur, simple femme, je suis devenue cela.